sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Les titres de votre sommaire. Nous débuterons ce journal avec une conférence donnée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco à Strasbourg. Gilles de Kerchove, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, en visite en principauté. Entretien dans cette édition avec le fondateur et pilote de Solar Impulse, Bertrand Piccard, qui vient d'être distingué par la Air Ligue Monaco. Coup de projecteur sur Monaco en film, un événement des archives audiovisuelles de Monaco. Avis aux amateurs de plantes succulentes, le botaniste Francis Allais nous présente une exposition consacrée à des dessins de cactus au jardin exotique. Le padel attire de plus en plus de sportifs. Zoom sur un tournoi qui vient de débuter au Devers. Et puis nous terminerons ce journal avec notre invité du week-end qui n'est autre que Laurent Pionce, le directeur du Festival de télévision de Monte-Carlo. Alors comme vous le voyez, nous sommes sur le Festival de télévision de Monte-Carlo. Tout se prépare autour de nous, tout le monde est dans les starting blocks. Nous sommes dans un endroit spécial qui s'appelle la Fan Zone, un nouvel endroit. Vous le découvrirez tout à l'heure avec notre invité du week-end, Laurent Pionce. Mais sans plus tarder, pour ouvrir ce journal, nous prenons la direction de Strasbourg, où une conférence a été organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Alors, quelle en était sa teneur? La réponse avec Fabien Bonilla. L'art et les droits de l'homme, voici le thème d'une conférence qui vient d'avoir lieu à Strasbourg. Et quoi de mieux pour se réunir autour de ce thème que la Cour européenne des droits de l'homme, une manifestation organisée dans le cadre des conférences de la Fondation Prince-Pierre hors les murs. Vous connaissez les objectifs de la Fondation, il s'agit de repérer, d'accompagner, de diffuser les artistes et les créateurs d'aujourd'hui. Et dans ce travail d'accompagnement, un certain nombre de questions se posent. Certaines peuvent être débattues à Monaco, toutes peuvent être débattues à Monaco, mais il n'est pas mauvais que l'on prenne l'occasion de débattre de ces questions dans des lieux plus internationaux. Deux conférenciers se sont exprimés dans l'enceinte de cette institution sur le thème l'art et les droits de l'homme. Guido Raimondi, président de la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2015, et Dean Spillman, ancien président de 2012 à 2015. Je crois que le message qu'il faut donner, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme protège la liberté artistique à travers la liberté d'expression. Mais en même temps, la musique peut aussi constituer une menace pour les droits de l'homme. On peut abuser de la musique, on peut utiliser des mots en créant une chanson à caractère raciste et la Cour veille à ce qu'on n'abuse pas de la musique et que la musique est utilisée à bon escient. Mais la place primordiale de la liberté d'expression est consacrée constamment par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première année que les conférences de la Fondation Prince-Pierre de Monaco s'exportent, après Paris en avril et les métiers de l'art et les droits de l'homme ici à Strasbourg. Prochain rendez-vous pour la dernière conférence de la saison le 6 juillet à Matignon dans les Côtes-d'Armor. Cette conférence aura pour thème Prince et princesse de Monaco, l'avènement d'une dynastie. Gilles de Kerchove, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, était de passage en principauté pendant 2 jours. Il a pu s'entretenir avec le prince souverain et avec des entités gouvernementales directement concernées par la prise en compte du risque terroriste. Le récit de Patricia Navarro. Gilles de Kerchove occupe les fonctions de coordinateur de l'Union européenne depuis 2007. Ce poste a été créé à la suite des attentats terroristes commis à Madrid en mars 2004. Selon lui, l'accent doit être mis sur la prévention dans ce vaste enjeu mondial qu'est la lutte contre le terrorisme. Le premier défi, c'est la prévention. Parce que maintenant que le califat de Daesh a été détruit, on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout de Daesh. Il reste encore 3 000 à 4 000 combattants entre la Syrie et l'Irak, le long de l'Euphrate. Il y a encore des franchises d'Al-Qaïda aussi et de Daesh. C'est surtout, la radicalisation endogène. On a bien vu ces dernières années, 2 dernières années en Europe, à Londres, à Manchester, à Bruxelles, à Liège, la semaine dernière, en France. Ce sont surtout des personnes qui n'ont pas été en Syrie et en Irak. Ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec l'organisation,
mais qui se radicalisent pour différentes raisons. Au-delà de ce défi majeur, Gilles de Kerchove estime qu'il faut aussi favoriser la prévention dans les pays du pourtour méditerranéen, tout en surveillant ce que l'on appelle les revenants, tous ces Européens qui sont encore en Syrie ou en Irak, qui n'ont pas été arrêtés et dont on estime le nombre à 5000. Surveillance aussi des sortants. Il s'agit cette fois des prisonniers en Europe qui se sont radicalisés lors de leur incarcération et qui risquent demain, une fois libérés, de basculer dans la violence. Pour sa toute première visite à Monaco, Gilles de Kerchove a pu rencontrer le prince souverain et il s'est rendu à la sûreté publique, à la direction des services judiciaires ou bien encore à l'agence monégasque de sécurité numérique. Je pense que Monaco a veillé, et je crois que c'est très sage, à suivre le rythme international, Nations Unies, Europe surtout, Union européenne, et est à la pointe de ce qui se fait en termes technologiques, en termes de prévention, en termes de mécanismes juridiques. Et j'étais plutôt impressionné par le dispositif. Monaco a une situation un peu particulière dans le cadre de Schengen, a noué des liens avec Europol et s'est mis en parfaite conformité avec les exigences de l'OCDE et du GAFI en matière de blanchiment et de lutte contre le financement. Et lors de ces échanges, il aura aussi été largement question d'une thématique en lien direct avec le terrorisme, le trafic de biens culturels. Nous avons tous vu ces images de destruction de pièces ou édifices du patrimoine culturel dans des pays tels que la Syrie, mais le financement des actions terroristes grâce au trafic de biens culturels est également l'une des pistes sur laquelle travaille Gilles de Kerchove. C'est accompagné du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, que Serge Tell s'est rendu au Larvoto vendredi pour y rencontrer les commerçants. Le ministre d'État a souhaité s'entretenir avec eux sur les travaux de l'extension en mer, sur la surveillance des eaux de baignade et la rénovation à venir du site du Larvoto. Les commerçants vont poursuivre leur activité pour la saison 2019 et c'est ensuite que les travaux de rénovation pourront débuter. Nous sommes toujours au Festival de télévision de Monte-Carlo dans la fan zone et c'est plutôt agréable. Mais rendons-nous à présent au Yacht Club de Monaco pour y rencontrer Bertrand Piccard qui vient d'être distingué par la Air Ligue Monaco lors d'une soirée en présence du prince souverain. L'occasion pour le fondateur et pilote de Solar Impulse de se remémorer les souvenirs qu'il a vécus, bien évidemment en principauté, mais aussi à travers son tour du monde et d'évoquer les futurs projets. L'entretien est signé Émilie Rousseau. Vous savez, chaque fois que j'arrive ici, j'ai tous les souvenirs qui recommencent. Entre les moments de doute et de difficulté, chaque fois que les décollages de André étaient repoussés ou annulés au Japon, on suivait ça avec le prince ici. Et puis évidemment, après que j'ai atterri avec succès à Abu Dhabi, le retour triomphal de toute l'équipe au Monaco Yacht Club, où entre nous, toute l'équipe a fini habillée dans la piscine, avec toute l'équipe du palais aussi. Non, on a bien fêté ici, c'était vraiment magnifique. Toute la tension des dernières années a explosé, s'est libérée sur ce Yacht Club. Le Yacht Club, justement, vous êtes le parrain de leur future manifestation, le Solar and Energy Boat Challenge. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous associer à cet événement? Vous savez, jusqu'à maintenant, les compétitions motorisées étaient toujours faites avec des énergies fossiles. C'était toujours avec du bruit et de la pollution. Et maintenant, on commence à avoir une nouvelle génération de compétitions. Il y a la Formula électrique qui a commencé aussi à Monaco. Il y a le challenge de bateau qui a commencé bateau solaire, maintenant c'est bateau solaire et énergie renouvelable. Et c'est des technologies absolument incroyables. Vous avez des bateaux de course, de haute compétition qui sont sur foil, qui déjaugent complètement. Il n'y a pas un bruit, un petit sifflement du moteur, un peu comme sur Solar Impulse. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de carburant et vous êtes vraiment en harmonie avec la nature et en même temps il y a du suspense et il y a de la vraie compétition. Et je pense qu'il faut vraiment montrer où nous mène la technologie de pointe d'aujourd'hui. Et elle nous mène très loin, elle nous mène dans la bonne direction. Et c'est cela qui vous a amené, Bertrand Piccard, à créer votre label? Alors le label, c'est quelque chose qui est vraiment pour nous très important. Parce que quand on parle d'environnement, souvent, les décideurs pensent que ça va être cher de protéger l'environnement. Quand on parle d'énergie renouvelable et de technologie efficiente, les gens disent « oui, mais on n'a pas les moyens ». Moi, ce que je veux montrer avec le label de la Fondation Solar Impulse,
c'est au contraire que toutes ces solutions sont rentables. Il y a un marché pour ça. Alors ce n'est pas seulement le marché des bateaux solaires ou à hydrogène pour les compétitions nautiques, c'est tout ce qui permet d'avoir une mobilité électrique, c'est tout ce qui permet d'avoir des maisons mieux isolées, des nouveaux processus industriels, des nouveaux réseaux de distribution d'énergie, nouveaux chauffages, air conditionné, éclairage. Tout ça, ça peut économiser déjà aujourd'hui avec les technologies qui existent, en tout cas 50% des émissions de CO2. Donc il faut que ça se sache, il faut que ce soit utilisé. Et pour parler le langage de ceux qu'on veut convaincre, il faut montrer que c'est rentable. Les archives audiovisuelles de Monaco proposent une soirée Monaco en film. Au programme, entre autres, l'univers de Sacha Guitry avec le film Adhémar ou le jouet de la fatalité, dont une partie a été tournée à Monaco et qui est jouée par Fernandel. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla. Le 21e Monaco en film, mardi 19 juin au Théâtre des Variétés, dans le cadre de Tout l'art du cinéma. L'objectif étant de présenter au public des films qui ont été tournés en principauté. Et cette année, c'est Adhémar ou le jouet de la fatalité qui a été choisi par les archives audiovisuelles. Un film de 1951, réalisé et joué par Fernandel, dont le scénario et les dialogues sont de Sacha Guitry. En fait, c'est un film qui a été écrit sur mesure pour Fernandel par Sacha Guitry. Sacha Guitry avait déjà fait jouer Fernandel dans une pièce de théâtre qui s'appelait « Tu m'as sauvé la vie », adaptée ensuite au cinéma. Ils se sont très bien entendus et donc Guitry a écrit un scénario spécifiquement pour Fernandel. Le jouet de la fatalité, il faut dire que dans le film, Fernandel accuse un handicap majeur, c'est qu'il a le sourire chevalin et donc il provoque le rire. Et du coup, personne ne veut l'employer et il se fait renvoyer de tous les postes auxquels il essaye de postuler. Rien n'est plus doux que le regard d'un être aimé. Très bien. Que tu dois être là, mon ami, d'un voyage où tu n'as épargné ton temps ni ton courage. Que c'est que cet homme-là? Je n'en sais rien. En as-tu rapporté des documents secrets pour lesquels tu t'étais éloigné tout exprès? Je les ai rapportés. Embrassez-vous. Vous devez vous embrasser. Embrassez-moi, mon frère. J'avais glissé. Comment penser que russe? Évidemment, il comporte un certain nombre d'extérieurs tournés à Monaco, notamment dans les salons de jeu qui ont été privatisés pour l'occasion, avec à l'époque un casting de la figuration de gens de Monaco. À l'ancienne gare de Monte-Carlo, donc en dessous de l'Opéra Garnier, et puis une longue séquence tournée au Jardin Exotique, où Fernandel fait la connaissance d'une jeune femme qui n'est autre que Jacqueline Pagnol. Monaco en film, mardi 19 juin au Théâtre des Variétés à 20h30. Et sachez que la première partie de cette soirée sera consacrée à un montage de jeux télévisés issus des archives de Télé Monte-Carlo. Après ce tour d'horizon en principauté, rendons-nous à présent du côté du Jardin Exotique où le botaniste Francis Allais nous propose une exposition consacrée au dessin de cactus. Plus de détails dans ce reportage de Lucie Farigoul. Cactus et succulentes, voici le nom de l'exposition actuellement visible au Jardin Exotique. Son auteur Francis Allais nous propose de découvrir plusieurs de ses dessins reproduits sur des bâches grand format sur le thème des plantes succulentes. Elles sont disposées en extérieur dans l'ensemble du jardin et les cactus qui y sont représentés sont issus des collections du Jardin Exotique et du Centre botanique. Souvent les botanistes, on leur apprend à faire des dessins justement botaniques parce que il y a des années de ça, il n'y avait pas la photo. Et donc, pour retracer ce qu'ils voyaient, ils avaient l'habitude de les dessiner. Et en l'occurrence, on apprend à la faculté à faire des dessins de fleurs, avec les différentes parties des fleurs, et également des plantes. Mais après, il y a des gens doués et d'autres un peu moins. Les visiteurs peuvent également remarquer les structures supportant les bâches, qui ne sont autres que les bacs ayant servi au déménagement du centre botanique. C'est une idée, je dirais, un petit peu folle, parce qu'en fait, on n'a pas de structure pour faire d'exposition d'extérieur. Et c'est un souhait que le directeur a depuis quelques années, de faire une exposition d'extérieur, sauf que le Jardin Exotique est énormément exposé au vent. Donc c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Il faut quand même des supports qui sont assez solides pour pouvoir
avec des bâches justement, lorsqu'il y a du vent, pouvoir rester en place et ne pas s'écrouler. Et en fait, en voyant les structures qui ont été faites pour le déménagement du centre botanique, on s'est dit pourquoi pas les recycler, s'en servir et en même temps montrer aux visiteurs les bacs et comment on a transporté nos plantes de l'ancien centre botanique au nouveau centre botanique. Cette exposition qui a commencé le 9 juin dernier semble avoir conquis les visiteurs. C'est très intéressant, moi je suis une passionnée de plantes. Je viens très souvent dire bonjour aux plantes au jardin exotique. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir vivre les plantes dans un beau pays comme on est. Alors si vous êtes passionné de plantes ou tout simplement curieux, vous avez jusqu'au 2 septembre pour venir voir l'exposition. Un mot de sport à présent. Le padel connaît ces dernières années un succès grandissant. La Principauté a d'ailleurs accueilli une étape prestigieuse du World Padel Tour. Et puis jeudi, c'est un autre tournoi qui a débuté au Devins, la Fabrice Pastor Cup. Regardez plutôt ce reportage signé Émilie Rousseau. C'est la première fois que la France accueille ce tournoi. La Fabrice Pastor Cup a débuté en milieu de semaine à Beau-Soleil. Cette compétition de padel a déjà fait ses preuves outre-Atlantique, en Argentine, au Brésil ou encore au Chili. Pour sa première édition dans l'Hexagone, l'événement rassemble une vingtaine de paires. Un événement qui donne un véritable coup de pouce aux talents prometteurs. C'est une idée que j'ai eue pour aider les jeunes sportifs dans le monde. Les gagnants de mes tournois vont jouer le circuit professionnel et on se charge de tout payer. Alors quand ils viennent d'Amérique du Sud, c'est très important puisque beaucoup de fois ils ne peuvent pas voyager en Europe pour jouer le circuit professionnel. Et dans ces 5 années, on a un numéro 5 du monde, 2 numéros 8 du monde et un numéro 12, 14, mais je veux dire, on a créé quand même des jeunes sportifs qui ont pu arriver à l'élite. Et maintenant, ils habitent en Europe et ils ont une meilleure vie. Donc je crois que c'est un bon travail. Federico Chingotto est un bel exemple de l'aide mise en place. Vainqueur de la Fabrice Pastor Cup il y a quelques années, il est désormais 15e mondial. Présent au tennis Padel Soleil, l'Argentin participe au tournoi Pro-Am qui unit joueurs professionnels et amateurs. De nombreux anciens sportifs, à l'image de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, se sont mis au padel. C'est le cas aussi de l'ancien footballeur Cyril Roll et de l'entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic. C'est un sport qui me plaît, je fais plus que ça maintenant. Après le football, je continue à faire un peu d'activité. C'est un sport vachement ludique et en plus on a la chance avec Fabrice de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un réel plaisir. J'adore ce sport, c'est devenu une passion. C'est vrai que cela ne change pas trop du tennis. Une raquette, une balle, mais c'est différent. Ici, nous avons les murs, les points sont plus disputés, plus longs. C'est vraiment fun. Je prends beaucoup de plaisir à partager ce moment avec des pros. Il y a vraiment de beaux échanges. C'est incroyable de jouer comme ça. J'ai jamais vu ça. Être sur le court avec eux, c'est génial. Les finales de la Fabrice Pastor Cup et du tournoi Pro-Am auront lieu dimanche et promettent déjà du beau spectacle. Elles seront à suivre à Beau-Soleil, au tennis Padel Soleil ou sur Internet sur la chaîne Padel Télévision. Ça y est, hein, j'ai l'accréditation. Hein. Oui, c'est bien. Serge, par contre, c'est l'heure à présent de notre invité du week-end et j'ai besoin de vous. On retrouve tout de suite Laurent Pionce. Laurent Pionce, bonjour. Bonjour. Alors, le festival de télévision de Monte-Carlo ouvre enfin ses portes. Tout le monde l'attend chaque année. Comment vous vous sentez? En confiance, tout d'abord. Parce que bon, pour être très clair, c'est vrai que tout le travail est fait en amont. Là, pendant les 5 jours de manifestation, c'est la concrétisation d'un travail qui a été fait auparavant par mon équipe. Donc, vu l'ouverture que nous allons avoir ce soir, notamment avec une avant-première mondiale, avec la série donc Jack Ryan qui est diffusée sur Amazon Prime. Je peux dire que le festival ouvre ses portes d'une très belle manière, car nous démontrons clairement qu'un festival du niveau comme celui de Monte-Carlo n'a pas simplement la confiance des studios traditionnels, mais également des plateformes digitales comme Amazon Prime. Mais n'oublions pas qu'avant tout, ce festival est une compétition. Oui, tout à fait. Comme je le répète d'ailleurs souvent, la compétition, c'est le cœur du festival. Donc nous avons une compétition aujourd'hui qui regroupe 2 catégories principales, la fiction et l'actualité. La fiction d'ailleurs sera présidée par Anne Sweeney, qui a reçu donc les mains de notre président d'honneur, le prince Albert II de Monaco, une œuvre d'or, une œuvre d'honneur en 2012. La compétition prend de l'importance chaque année.
on travaille sur la qualité de la compétition. Elle porte ses fruits quand nous commençons à avoir une reconnaissance qui est plus qu'internationale. Comment, en amont, vous organisez ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année? Écoutez, j'ai une équipe qui est très efficace. Chaque personne est très bien à sa place. Ça me permet donc moi de pouvoir me concentrer vraiment sur la stratégie et la vision des manifestations à venir, donc les éditions du festival à venir. Le but donc c'est de partir aux États-Unis, de faire entre guillemets notre marché pour voir quels sont les acteurs et les séries que nous allons pouvoir inviter durant la manifestation. Et après en fonction de cela, c'est de voir quels sont les événements que nous allons pouvoir créer autour de tous ces invités que nous allons recevoir pendant les 5 jours de la manifestation. Ça c'est pour le contenu de la manifestation. Après au niveau de la compétition, aujourd'hui je pourrais dire que c'est rodé. Donc on commercialise la compétition et on a les chaînes, les studios qui envoient de facto leurs œuvres et voilà, c'est une affaire qui roule. Le plus important pour nous, c'est d'avoir une compétition très internationale, pas simplement de par son jury, mais également par sa participation. Voilà. En fait, à peine le festival ferme ses portes, vous commencez... Pour être franc, je suis déjà en train de penser aux 60 ans. Voilà, aujourd'hui, je le répète, j'ai des personnes qui me secondent, qui font très très bien leur travail, ce qui me permet à moi de pouvoir me concentrer sur l'avenir du festival, notamment la 60e édition. Chaque année, on le voit, de nombreuses personnes aux abords du festival qui viennent pour voir leurs stars préférées, les stars du petit écran. Et cette année, vous avez misé vraiment sur les fans. Vous leur avez créé un endroit spécial rien que pour eux. Tout à fait, tout à fait. Il est vrai que quand j'ai pris la tête du festival de Monaco Mediax en 2012, j'ai souhaité vraiment ouvrir le festival au public, car je suis intimement convaincu que le festival va grandir grâce aussi au public, avec son contenu bien entendu, sa compétition qui prend de plus en plus d'importance, mais le public est très important pour une manifestation à caractère culturel comme le festival de télévision. Donc il est important pour moi de permettre à tous ces fans et au public en général de pouvoir assister à des événements publics, puisque le festival organise chaque année maintenant plus d'une vingtaine d'événements qui est dédiés au public, avec des behind the scenes, autograph signing, des rencontres avec des fans, des projections. Il est important moi de créer, de mettre en place une place qui leur permettra de pouvoir profiter du festival dans des conditions optimales. C'est ce que nous espérons faire aujourd'hui. Et alors les temps forts de ce festival? Il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, il y aura donc l'ouverture ce soir avec une avant-première mondiale. C'est quand même la deuxième fois consécutive que le festival ouvre avec une avant-première mondiale, donc je tiens à le souligner. Il y aura également la nymphe de cristal avec Margista Rigité. Donc en plus, ça coïncide très bien puisqu'on fêtera également donc, les 20 ans de la série de Dick Wolf, Law & Order. Il y aura donc également la soirée de samedi soir, la soirée de série TV qui va réunir tous nos invités. Et bien entendu, tout au long de la manifestation, nous allons avoir des moments forts, ne serait-ce que par des événements publics. Et le clou, ça sera effectivement donc la soirée de clôture qui cernera les prestigieuses Nerfs d'Or. Quelles sont les séries actuellement le plus regardées? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question. On pourrait parler de phénomènes comme La Casa del Papel, par exemple, qui est une série espagnole que l'on ne connaissait pas il y a 6 mois et qui est devenue en l'espace de 6 mois une des séries peut-être les plus regardées. Ce n'est pas une série américaine. Ça démontre que la production aujourd'hui a beaucoup évolué. Les Américains font de très bonnes séries, bien entendu, très en grand nombre. Mais aujourd'hui, il y a également en Europe des séries qui peuvent rivaliser avec les grandes séries américaines. Et puis alors vous, qu'est-ce que vous regardez? Là, j'ai fini, justement, hier soir, j'ai fini très tard, j'ai fini de regarder Nox avec Nathalie Baye, série française. J'ai trouvé ça très très bien, excellent même. Merci beaucoup Laurent Pionce. C'est mon plaisir comme d'habitude. Un beau festival. Merci beaucoup. Et puis à vous aussi, bien évidemment. Sans plus tarder, vos prévisions météorologiques. Samedi, du soleil est prévu et il devrait parvenir à s'imposer tout au long de la journée malgré la présence de quelques nuages. Mauvaise nouvelle pour dimanche et le retour de la pluie, mais des températures estivales. Les journées de lundi, mardi et mercredi seront marquées par le retour du soleil, mais il faudra tout de même compter sur quelques nuages. Côté Mercure, à l'approche de l'été, les températures grimperont de plus en plus. Et comme chaque année, une édition spéciale sera consacrée à ce festival de télévision de Monte-Carlo. Une édition spéciale ce week-end dès 19h, samedi et dimanche, avec Sandrine Nègre et moi-même. Et puis à partir de lundi, après le journal télévisé, nous vous ferons bien évidemment revivre les temps forts de ce festival. Je vous dis donc à très vite sur Monaco Info.